Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une figure quasi mythique de la finance, W. Degan. Ah oui, une légende. On a mis la main sur son Master Stock Market Course de 1954 et c'est un document dense, rempli de règles, de philosophie Et le graphique? et c'est graphique, dessiné à la main. Franchement, on dirait plus des cartes du ciel, des cartes astronomiques que des analyses financières. C'est le moins qu'on puisse dire. La mission, du coup, elle est taille. Percer un peu ce mystère Gann. Est-ce que c'était un mystique qui lisait l'avenir dans des cycles un peu ésotériques, ou alors un mathématicien qui avait trouvé une logique cachée derrière le chaos? C'est la grande question. On va explorer sa méthode, qui est vraiment unique. Elle lie le temps, le prix, la géométrie, pour essayer de prédire l'imprévisible. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que Gann, lui-même, il se défendait de toute magie. D'entrée de jeu, dans son cours, il insiste. Ah oui, Il dit que la spéculation, c'est une profession. Ce n'est pas un jeu de hasard. Le succès, pour lui, ça ne vient ni de l'espoir, ni de la chance. Ça vient d'un travail acharné et de connaissances solides. d'accord. Et il cite un vieux proverbe qui est vraiment la clé de tout son système. Une bonne image vaut 10 000 mots. Et cette image, pour lui, c'est le graphique. C'est le point de départ de tout. Pas de place pour l'émotion, la peur, ou ce qu'il appelle la conjecture. Exactement. Tout doit reposer sur des faits. Mais attention, il ne parle pas de regarder le graphique du jour sur un écran comme on fait aujourd'hui. Sa vision de la préparation, c'est une autre dimension. C'est une dimension quasi obsessionnelle, oui. Il recommandait de tenir à la main plusieurs types de graphiques, pour chaque action. À la main. À la main. On parle de graphiques annuels sur 10, 20, voire 50 ans. Des graphiques mensuels sur au moins 10 ans. Des hebdomadaires sur 2 ou 3 ans. L'idée, c'était de construire une perspective historique complète. Une sorte de biographie visuelle de l'action. Une seconde. Maintenir à la main des graphiques sur 50 ans pour plusieurs actions, mais c'est un travail de moine. Carrément. Aujourd'hui, on a ça en un clic. Alors pourquoi cette insistance? C'était juste une contrainte de l'époque ou il y avait une raison plus profonde derrière? Je pense qu'il y a un peu des deux. Mais il y a une dimension psychologique qui est cruciale. C'est-à-dire? En traçant chaque point à la main, semaine après semaine, mois après mois, on développe une familiarité, une intimité même, avec le comportement de l'action. On intègre ses rythmes, sa volatilité, ses niveaux clés. On s'imprègne des données en fait. Voilà. On ne fait pas que les consommer. Et pour Gann, ces archives, ce n'étaient pas juste des données. Il disait « L'information et les archives sont un capital aussi essentiel que l'argent ». D'accord, je vois. C'est une immersion totale. Alors, une fois qu'on a cette base, il construit sa méthode sur 3 piliers. Le temps, le prix et la géométrie. Commençons par le plus fascinant et sans doute le plus controversé, le temps. Pour Gann, le temps, c'est le facteur le plus important, bien plus que le prix lui-même. Il était convaincu que l'histoire se répète, par l'identique, mais selon des cycles temporels très précis. C'est ce qu'on entend souvent, l'histoire se répète. Ah oui, mais lui, il l'a quantifié. Sa règle numéro 1 pour faire une prévision annuelle, c'était de regarder ce qui s'était passé 10, 20 et même 30 ans en arrière. Là, ça devient un peu contre-intuitif pour nous aujourd'hui. Regardez 30 ans en arrière. Et le monde de 1924 n'a rien à voir avec celui de 1954, que ce soit en termes de technologie, de géopolitique. Tout à fait. Comment il justifiait que des cycles aussi anciens puissent encore s'appliquer à une économie qui avait été complètement transformée? Sa justification, elle reposait sur une constante, la nature humaine. Pour lui, les technologies, les politiques, ça change. Mais les émotions qui animent les marchés, la peur, l'avidité, l'espoir, eh ben ça, c'est immuable. Ah, d'accord. Et ces émotions collectives créent des vagues, des cycles qui se répètent. Les plus importants pour lui, c'était le cycle de 20 ans, celui de 10 ans et celui de 7 ans, qu'il liait d'ailleurs à des cycles bibliques, naturels. Fascinant. Qu'on y croit ou non, pour lui, le calendrier était presque plus important que le carnet d'ordre. Et cette idée de structure, de cycle, il ne l'appliquait pas qu'au temps. Si, il voyait la même logique mathématique dans les prix. Exactement. Le prix, pour lui, ce n'est pas une suite de chiffres aléatoires. Il évolue entre ce qu'il appelle des niveaux de résistance naturels. Et le plus simple, le plus puissant selon lui, c'est le point des 50%. Le fameux retracement de 50%. Voilà. Entre un sommet et un creux extrême. On en entend souvent parler, mais pourquoi 50%? C'est juste une moyenne ou il y a autre chose? C'est bien plus qu'une moyenne. C'est un point d'équilibre psychologique. Imaginez une action qui monte de 10 à 20 euros. Si elle redescend à 15, elle a effacé la moitié de ses gains. D'accord. C'est un test.
Est-ce que les acheteurs qui ont raté la première vague ont encore assez confiance pour entrer maintenant, à mi-chemin? Pour Gann, si le prix tenait ce niveau de 50%, ça prouvait que la tendance de fond était saine et que c'était le meilleur point d'achat après une correction. D'accord. On a le temps et le prix, donc les axes X et Y du graphique. Mais sa signature, la touche Gann, c'est la géométrie. Ce sont ces fameux angles qu'il traçait partout. Comment une simple ligne droite sur un graphique peut avoir un pouvoir prédictif? C'est là que ça devient vraiment visuel. Ces angles géométriques, ce sont des lignes de tendance, mais avec une particularité. Leur pente est fixe et elle a une signification. Ok, l'angle le plus important, c'est l'angle de 45 degrés. Il représente un équilibre parfait entre le temps et le prix. Une unité de temps pour une unité de prix. Par exemple, une hausse d'1 euro par jour. Exactement. Et pour Gann, tant qu'une action se maintenait au-dessus de son angle de 45 degrés ascendant, qui part d'un creux majeur, eh bien, elle était dans une position de force, incontestable. C'est une sorte de support mobile, en fait, qui monte avec le temps. Précisément, c'est un système de support et de résistance dynamique. Et si le cours casse cet angle de 45 degrés, c'est un signal de faiblesse. Un gros signal. Un signal majeur, oui. Ça indique que la tendance ralentit ou même qu'elle s'inverse. Et il utilisait d'autres angles pour mesurer la vitesse du marché. Un angle de 2x1, c'est une tendance très agressive. Souvent, elle n'est pas soutenable. Trop rapide. Voilà. Et à l'inverse, un angle de 1 à 2, c'est une tendance lente, laborieuse. Ces angles, ils créaient une sorte de pouvio, de grille sur le graphique, qui définissait des zones de force et de faiblesse. Bon, la théorie est dense, mais comment ça se traduit en stratégie concrète? Parce que Gann, il ne fait pas que la philosophie, il donne des règles de trading très précises. J'ai noté dans ses écrits ses formations graphiques, j'adore les noms, les fonds en W, les sommets en M. C'est très imagé, hein. C'est du langage visuel et c'est très parlant. Ces formations, elles indiquent des périodes d'accumulation. C'est-à-dire l'achat discret par les initiés. Voilà. Ou de distribution, donc la vente, au sommet. Un fond en double mais, qu'on appelle aussi un double creux, c'est un signal d'achat très puissant. Pourquoi? Quelle est la psychologie derrière cette forme en W? Eh bien, le marché tente de faire un nouveau plus bas, il échoue et il remonte. Le premier creux du W, c'est la panique. La remontée, c'est un premier espoir. Et le deuxième creux? C'est le test final. Les vendeurs essaient de reprendre la main, mais ils n'ont plus la force de pousser le prix plus bas que la première fois. Et quand le prix franchit ensuite le petit sommet du milieu du W, C'est le signal. c'est le signal d'achat définitif. Ça confirme que les acheteurs ont gagné la bataille. Ils appellent ça un point de rupture, un breakaway point. C'est le moment où l'action se détache de sa phase d'hésitation et confirme sa nouvelle direction. On a parlé de la géométrie, des formes, mais il y a un autre élément crucial sur ces graphiques, c'est le volume. Parfois, j'ai du mal à voir comment le volume, qui peut être si erratique, peut confirmer une structure géométrique aussi rigide. Comment il marie les deux? Le volume, c'était son outil de confirmation, le carburant du mouvement. Une de ses règles d'or, c'était ne jamais acheter ou vendre sans confirmation du volume. D'accord. Un exemple? À la fin d'un long marché haussier, si on voit une journée avec une augmentation massive du volume, mais que le prix ne progresse plus beaucoup, C'est suspect. c'est un énorme signal d'alarme. Ça veut dire qu'un grand nombre d'actions changent de main. Les initiés vendent aux derniers arrivants les plus euphoriques. C'est souvent comme ça que se marque le sommet final. Et pour les creux de marché, c'est l'inverse, j'imagine. C'est tout l'inverse. Après une longue baisse, le volume a tendance à se tarir complètement. Le marché devient calme, apathique, personne ne s'y intéresse plus. Et c'est souvent dans ce silence que se forment les fonds majeurs, parce que la pression vendeuse est totalement épuisée. Et quand le prix repart? Quand il commence à remonter avec une augmentation progressive du volume, là, c'est la confirmation que la tendance a changé. C'est fascinant parce que tout ce système avec les cycles, la géométrie, ça peut paraître un peu éthéré, mais il ancre tout ça dans une réalité très pragmatique avec des règles de gestion du risque qui sont incroyablement strictes. Absolument. Et c'est peut-être la partie la plus importante de son enseignement et la plus actuelle. Règle numéro 6, toujours utiliser des ordres stop-loss. Toujours. Il était intraitable là-dessus. Pour protéger son capital. Et règle numéro 7, ne jamais risquer plus de 10% de son capital sur une seule transaction. C'est un rappel fondamental. Peu importe la qualité de l'analyse, on peut toujours se tromper. La gestion du risque, c'est ce qui sépare le pro de l'amateur. Ça ancre toute sa méthode dans une discipline quasi militaire.
C'est ça. Ce qui est incroyable avec ce cours, c'est que ce n'est que de la théorie. Il est daté de 1954, donc il nous offre une sorte de capsule temporelle, une plongée dans les marchés de l'époque. Et Gann identifie ce qu'il voit comme les actions du futur de son temps. Oui, et c'est une leçon d'investissement en soi. Il se concentre sur les industries émergentes, celles qui allaient façonner les décennies suivantes. L'énergie atomique, l'électronique, l'uranium. Ah oui, les secteurs de pointe de l'époque. Exactement. Il cite des entreprises comme Vanadium Corp, General Dynamics, General Electric. Son message est clair, il faut toujours chercher les nouvelles industries qui seront les leaders de demain, pas celles qui étaient les leaders d'hier. Et il fait une analyse très pointue sur la différence entre ces actions de qualité et ce qu'il appelle les cats and dogs, les actions spéculatives à bas prix. C'est une observation très fine pour l'époque. Il note qu'en 1953-1954, alors que les grands indices montent, beaucoup d'actions à bas prix stagnent ou baissent. Et son explication, c'est que le marché est devenu plus intelligent. Comment ça? La manipulation par des poules d'opérateurs, qui étaient fréquentes dans les années 20, est devenue plus difficile avec la régulation. Et surtout, les grands investisseurs, les fonds de placement, se concentrent sur les entreprises solides, avec de bons fondamentaux, des dividendes. Comme General Motors, US Steel, les grands noms. Voilà. Et ils délaissent les titres de moindre qualité. Et pour illustrer ça, les sources nous donnent un cas d'école parfait. La comparaison entre Studebaker et Vanadium Corp. On a un graphique qui met les deux face à face, c'est saisissant. C'est une démonstration magistrale. En septembre 1953, les deux actions sont à des prix similaires, autour de 30 $. Un investisseur non averti pourrait se dire qu'elles se valent. Et donc, il applique ses règles. Il nous invite à le faire. Studebaker, un vieux nous de l'automobile, est dans une tendance baissière depuis des mois. Elle a cassé tous ses angles de support. Vanadium, actif dans l'uranium, sort d'une longue base d'accumulation et vient de casser sa résistance, avec du volume. Et le résultat est sans appel. 7 mois plus tard, en avril 1954, Vanadium a presque doublé. Elle est à près de 60 $. Et Studebaker, C'est effondré. elle est tombée à 15 $. Un écart de 45 points entre les deux. Ça prouve sa maxime. Il faut toujours acheter les actions en position de force et vendre celles en position de faiblesse. Ne jamais acheter une action juste parce que son prix est bas. Le système est incroyablement dense. C'est un mélange d'analyse technique rigoureuse, de théorie des cycles et de gestion du risque de fer. C'est loin d'être simple. Je dirais qu'il était avant tout un observateur systématique. C'est une approche holistique. Il regardait les prix, les formes, le volume, et surtout, il intégrait la dimension du temps, ce que peu de gens faisaient avec autant de rigueur. Il cherchait des lois sous-jacentes. Exactement. Des lois mathématiques, géométriques, sous le chaos apparent des marchés. Que ces cycles soient universels ou non, sa démarche était celle d'un scientifique du marché. Il tentait de rationaliser l'irrationnel avec les outils de son époque. C'est une perspective fascinante. Un système total qui demande une discipline totale. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la route. Hmm. Dans un monde aujourd'hui dominé par le trading à haute fréquence, par des algorithmes qui opèrent à la milliseconde, Un monde très différent. quelle place reste-t-il pour une approche quasi philosophique qui mêle les maths, l'histoire, une observation patiente? Est-ce que les cycles que Gann a tracés sur son papier millimétré sont juste des artefacts d'un marché passé, plus lent, plus simple? Hmm. Ou est-ce que ce sont des rythmes fondamentaux de la psychologie humaine qui continuent de battre, inaudibles, sous la surface frénétique de la finance moderne?